Bonjour à toutes et à tous, top chrono, il est 15 heures, nous sommes ensemble pendant 45 minutes. Voilà, c'est le marathon depuis ce matin où on égrène toutes les heures une thématique. Alors la thématique de 15 heures, justement, vous êtes en direct sur Radio Imo et également sur tous les autres supports et celui de la FNIM également. Rénovation énergétique entre obligations et opportunités. Quel rôle pour les professionnels? La rénovation énergétique n'est plus un slogan, c'est le chantier du siècle. C'est un chantier massif avec au moins 10 millions de logements à rénover d'ici 2034 avec des jalons réglementaires qui serrent le calendrier, interdiction progressive de louer les étiquettes G, puis F, puis E, et des copropriétés souvent en première ligne. Dans le premier temps, les financements publics montrent déjà leurs limites. Les préfinancements des aides restent un point dur que l'on cherche à résoudre, bien évidemment, des solutions opérationnelles pour être à l'échelle de ce chantier qu'on peut appeler vraiment le chantier du siècle. Aujourd'hui, on fait le point. Réglementation, retour de terrain, financement, notamment la fameuse banque de la rénovation énergétique et la qualité et la véracité, la transparence des diagnostics immobiliers. Pour cela, nous avons réuni des grands professionnels de l'activité qui bossent sur le sujet. Bonjour Olivier Principal. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la FNIM Grand Paris, mais vous êtes avant tout un entrepreneur dans l'immobilier, sachant en syndic, copropriété, gestion locative et transactions immobilières. Merci d'être avec nous. Guillaume Macher, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes le directeur général de Procivis, premier réseau français coopératif, promotion immobilière, gestion locative, transactions. Vous êtes sur l'ensemble de la chaîne des métiers avec l'ensemble des membres du réseau Procivis. Absolument. Merci d'être avec nous et vous êtes bien évidemment en première ligne sur les sujets de rénovation énergétique avec votre président Yannick Borde que l'on salue. Au passage, Assad El Ayash Moueb est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Assad, vous êtes président de FedExpert Europe, une fédération qui rassemble aujourd'hui l'écosystème du diagnostic immobilier, mais pas que, l'ensemble de la filière de l'efficacité énergétique également. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet. Des professionnels également en activité, il est le président de la commission syndic de la FNIM du Grand Paris, président de Cogest, un syndic connu, reconnu dans Paris, c'est Jean-François Coquart qui est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. C'est un vrai sujet aujourd'hui, le diagnostic immobilier et plus largement l'efficacité énergétique. Je vais commencer par vous, Olivier. Concrètement aujourd'hui, photographie à droite. Pardon, voilà, à date. Ou au centre ou... On va dire à date. Obligation, priorité d'intervention, l'articulation du DTG, l'audit, le DPE de l'immeuble, calendrier des interdictions de location E, F et G, c'est une avalanche de normes. On peut même parler d'inflation normative. Où on en est aujourd'hui? On en est qu'on est dans un, si on regarde un peu la finalité, on est dans un système de cristallisation du marché immobilier, notamment du marché locatif. Je crois qu'il faut reprendre un petit peu d'histoire. Quand la loi climat et résilience est sortie en 2021, elle donnait des obligations dès 2023. C'est une loi qui a été passée sans étude d'impact. Et en réalité, on s'est retrouvé très rapidement avec un calendrier d'obligations et de réalisations qui n'était pas en adéquation à la réalité du terrain. Il n'y avait pas les financements, il n'y avait pas les aides publiques, on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs. Donc voilà, c'était compliqué. Donc il a fallu composer avec ça puisque dès 2023, les interdictions de réviser les loyers des logements mal classés énergétiquement commençaient à s'appliquer. Et puis, on a eu une interdiction de louer les premiers logements classés G qui avaient plus de 450 kWh du mètre carré en location. Donc, ça voulait dire qu'il fallait qu'on ait déjà un DPE, nouvelle version, puisque depuis le 1er juillet 2021, je crois, le DPE a été rénové. Donc, il fallait s'approprier des nouveaux outils. Et puis, il a fallu expliquer aussi aux bailleurs, aux professionnels de l'immobilier et aux copropriétaires que le bâti et sa qualité avaient une incidence, pas nécessairement pour habiter, pas pour exercer une profession libérale, pas pour être un locataire commercial, mais dès lors qu'on louait un logement immobilier, ça avait une incidence. Donc on s'est retrouvé avec des assemblées de copropriété partagées, avec des attentes qui étaient complètement différentes. Et donc il y a eu un arsenal de dispositifs comme MaPrimeRénov' qui sont venus accompagner les ménages, les propriétaires et les copropriétaires avec des modifications qui ne cessent de se faire parce que le dispositif s'adapte en permanence, comme d'ailleurs le diagnostic. Le diagnostic de performance énergétique a aussi été modifié. Et dans les copropriétés, on est passé par le diagnostic technique global, le projet de plan pluriannuel de travaux, le DPE collectif. Donc un certain nombre d'informations qu'il a fallu
expliquer, parce que derrière il fallait aussi trouver des professionnels pour exécuter tout ça. Donc un calendrier extrêmement court pour le chantier du siècle. Et aujourd'hui, on commence à y voir clair, mais on a quand même un certain nombre de barrages sur le terrain qui posent des difficultés parce que tout le monde n'a pas la même attente vis-à-vis de la rénovation énergétique. Les professionnels sont favorables à la rénovation énergétique, les propriétaires, les occupants sont tous favorables à ça, mais à un moment donné, il y a des sujets de moyens, il y a des sujets techniques, il y a des sujets réglementaires, et il y a des sujets d'injustice comme l'interdiction de location. Nous, on défend bien évidemment le fait qu'il faut absolument abolir les interdictions de location des seuls logements loués en location de longue durée, parce que on doit garder un parc locatif pour permettre aux Français de se loger. Et aujourd'hui, on est dans la plus grave crise immobilière qu'on ait connue depuis les 30 dernières années. C'est clair, là, on peut même parler dans votre filière d'activité de permacrise. Hein. Une crise en chasse une autre. Jean-François Coquart, en tant que président de la commission syndic de la FNAIM du Grand Paris, c'est quoi les défis que rentrent, si on devait être prosaïque, les grands défis que rencontrent aujourd'hui quotidiennement les syndics dans la mise en œuvre des projets de rénovation énergétique? Je vais vous donner un exemple, c'est notamment les problématiques de décision. Puisque une démocratie s'exerce avec la voix de la majorité, nous sommes d'accord, pour la prise de décision. Il y a un vrai sujet auquel se sont penchés d'ailleurs tous les ministres du logement successifs, et je voudrais compléter ma question sur, la traçabilité des aides financières, leur délai éventuel de versement, et si vous avez d'ailleurs quelques sujets, j'allais dire, illustrant le propos, ça nous donnerait, notamment nos auditeurs, une vision un peu plus concrète. Alors en effet, on a des véritables difficultés. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un programme de rénovation énergétique, c'est un programme lourd. On peut le comparer à un programme de construction d'immeuble, puisqu'en fait, on ne refait pas l'immeuble, mais on le rénove foncièrement. C'est-à-dire qu'on refait les façades, on fait des modifications intérieures au lot. Quand c'est possible. Voilà. Des fois, on ne peut pas rénover à l'extérieur les façades. Je parle sur des lots qui sont éligibles à ces opérations. La difficulté qu'on a, en effet, c'est que nous, on est dans le syndic maîtrise assez bien les problématiques de travaux, de consultation des entreprises, de sélection des entreprises, de suivi de travaux, etc. Sauf que dans la rénovation énergétique, on rentre dans un écosystème qui intègre des financeurs, des aideurs, donc l'ANA, la Ville de Paris, etc. Et là, en effet, la problématique, c'est qu'on est sur une complexité administrative qui retarde et en fait dilue les projets. Je parle très concrètement d'une chose. On a des copropriétés qui ont des vrais projets de rénovation énergétique et qui veulent avoir un DTG mis en place. On a fait les demandes de financement à la Ville de Paris, etc. sur les 5 000 € qu'on nous promet. Mais on est en fait traité comme une copropriété lambda qui n'aurait pas de projet de rénovation énergétique. Et en effet, on a des délais d'obtention d'un simple accord sur aide de 1 an. Juste pour dire, on dépose un dossier, 1 an après avoir fait 10 ou 15 relances, on va peut-être vous donner 5 000 € pour financer parce que vous êtes peut-être dans la cible. Après avoir voté les travaux. Alors, on est juste à la phase de la décision, puisque le DTG va donner lieu ensuite à une étude sur les travaux. Voilà, diagnostic technique global, qui fait en fait un état des lieux de l'immeuble, état des lieux techniques et énergétiques, et qui permet les copropriétaires de s'orienter vers un projet de travaux rénovation énergétique, qui lui, lorsqu'il dépasse 35%, peut être finançable par l'ANA et par d'autres aides. À Paris, on a avec Rénovons Paris. Donc déjà, au stade de l'étude, on perd 1 an. Ensuite, on commence à faire cette étude. Les diagnostiqueurs et tous les bureaux d'études qui interviennent, on a tellement réduit les délais que finalement il y a peu de prestataires pour le faire, donc on a à peu près 6 à 8 mois pour obtenir en effet le DTG qui est restitué. Et ensuite on commence à travailler sur les travaux. On fait voter les travaux, tout se passe bien, on fait voter les travaux de rénovation énergétique, on repart sur un cycle d'aide où il faut 7 à 8 mois pour obtenir l'accord des organismes pour ensuite lancer les travaux. Et après on peut commencer, parce que nous on a lancé les financements, parce que sur des opérations comme ça, on lance des demandes d'appel de fonds ou de financement auprès des copropriétaires, on va dire sur un an sur des projets de ce type. Et en fait, on ne pourra débuter, si les prix ne varient pas, si le contexte économique ne change pas, qu'à peu près 1 an après les travaux. Donc, alors, je suis en train de compter, là, j'en suis déjà à 3 ans. Vous êtes en moyenne sur un projet, c'est minimum 2 ans. Et c'est minimum, c'est 18 à 24 ou 30 mois pour un projet de rénovation énergétique. Du début jusqu'à la fin, si on est vraiment du cycle. Voilà. Alors, quand je vois le nombre de copropriétés qu'il y a
à rénover, les délais sont vertigineux, quoi. Oui, quand on parle du chantier du siècle, on se trompe pas beaucoup. Hein, alors, ils sont vertigineux, et le problème, c'est que c'est pas canalisé, si vous voulez. Si on disait, on cible les professionnels connaissent très bien les copropriétés qui sont éligibles à une rénovation énergétique et qui ont la volonté de mener ce projet. Les professionnels peuvent aiguiller et peuvent, si on crée un canal spécifique pour identifier ces projets, nous, on est les premiers à les recenser. En fait, vous savez faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, sauf que là, il y a une complexité administrative et financière telle, parce que les aides financières des dispositifs d'aide ANA, ADEME, région, département ou simplement privés comme les C2E, hein, on en dira quelques mots avec le président Assad qui est avec nous. Quand je dis Assad et l'AIH, je précise parce que des fois dans le vocable, voilà, je préfère le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des complexités. Est-ce que ces complexités, et je vais passer la parole à Guillaume ensuite, sont de nature à ralentir, voire à faire stopper les travaux parce que c'est trop complexe? Objectivement. J'ai jamais eu de projet, puis je connais pas de projet, on a vraiment stoppé les travaux. Est-ce que ça décourage? Mais oui, il faut avoir, pour que les professionnels soient assistés de conseils syndicaux et de copropriétaires qui soient vraiment très motivés sur l'opération. Donc en fait, on ne peut pas faire dans la demi-mesure. Ok, merci pour cette précision. On va revenir avec vous parce que ce qui est bien, c'est d'avoir une idée très concrète de l'illustration. Vous avez dit quand même une chose que je retiens, c'est qu'en moyenne, au mieux, c'est 18. Et au pire, c'est 36 mois, quoi. Donc c'est quand même assez long, surtout quand on voit l'évolution, par exemple, des coûts des matières premières, par exemple, ou des travaux, ou même des personnels qui peuvent intervenir sur le chantier. Guillaume Machère, directeur général du réseau Procivis, vous le dites clairement, je vous cite, « L'argent public est rare et il le restera ». C'est presque une prophétie parce qu'aujourd'hui de l'argent public on n'a plus. Bon, et sans financement privé structuré, le défi restera hors de portée. Quel constat aujourd'hui chiffré vous amène à cette conclusion? Et je vais compléter encore une fois, qu'est-ce que la banque de la rénovation sur laquelle vous êtes à la manœuvre a raison d'être, avec cette logique à la fois de mutualisation et de partenariat, avec l'ingénierie, l'intermédiation, le préfinancement, les prêts adaptés et le marché bien évidemment qui est absolument considérable, les copropriétés, mais pas que, ainsi que les ménages modestes et notamment les personnes âgées, où là, il y a un vrai sujet pour le financement des travaux. Guillaume. Chez Procivis, on fait le même constat que celui que vous avez fait dans votre édito, à savoir que sans doute que la rénovation du bâti existant et des copropriétés est le chantier du siècle. Par son ampleur, par son importance, mais en vérité, on n'a pas un siècle pour y arriver. On a 10 ans si on considère la loi climat et résilience. Donc là, on a un enjeu de massification, d'accélération du processus de rénovation du bâti. Donc l'accélération, elle passe par les points qui ont été évoqués par l'intervenant précédent, effectivement, sur les process, la prise de décision, etc., mais aussi par des solutions efficaces de financement aux ménages. Parce que, effectivement, je vais dans le sens des propos que vous rapportez, c'est-à-dire que nous, on considère que l'État, à travers notamment l'ANA, a fait sa part du travail. On peut avoir un point de vue différent, mais quand même, MaPrimeRénov', c'est une vraie aide, elle se déploie, il y a un budget derrière, etc. Et en tout état de cause, on voit bien avec le débat politique que nous vivons actuellement, on ne va pas aller vers un accroissement du financement public pour la rénovation des logements. Donc, si ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé qu'il faut charrier. C'est clair. L'argent privé, c'est quoi? C'est l'épargne. Très bien, mais tous les Français n'en ont pas. Donc c'est très inégalitaire de faire reposer uniquement sur l'épargne les projets de rénovation du bâti. Donc c'est le crédit bancaire qui va être la clé de voûte, ou en tout cas la bascule qui va permettre la massification. Et nous, le constat qu'on fait, c'est qu'il y aura besoin, à échéance 2030, de 95 milliards d'euros de travaux par an. Il faut que ces travaux soient financés. Et le constat qu'on fait aussi, c'est que les banques, aujourd'hui, n'ont pas déployé d'offres dédiées à cela, notamment en copropriété. Pour quelle raison? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très coûteux pour elles en termes d'ingénierie informatique, que les prêts à la copropriété sont des produits... Enfin, la copropriété est un objet très spécifique. Un syndicat de copropriétaires, on ne sait pas bien ce que c'est dans une banque. C'est une personne morale, mais en même temps, elle n'a pas de fonds propres, etc. Donc, c'est difficile à appréhender en termes de profil de risque par rapport au métier du banquier. C'est très technique, la question des travaux, de tous les intervenants, de tous les financements. Il y a des prêts réglementés, des prêts non réglementés, il y a des subventions, etc. Donc, pour un chargé de clientèle, ce n'est pas évident.
Les banquiers ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de financer. S'ils financent des travaux sur un actif, est-ce qu'effectivement la performance sera au rendez-vous des travaux? Sujet en lien avec le diagnostic. Donc c'est plein de questions qui sont posées à eux, et on sait bien que les banques, ce qu'elles veulent, c'est réduire leurs risques, et c'est tout à fait légitime. Donc nous, avec la Banque de la Rénovation... Donc l'idée, en fait, c'est de carrément, si je comprends ce que vous dites, on prend la main, on crée une banque de la rénovation énergétique dédiée. Alors, on prend la main. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a des banques en France extrêmement solides, extrêmement puissantes, et que rien ne se passera sans elles. Donc l'idée, c'est de créer effectivement une banque de la rénovation, mais qui soit en vérité un instrument au service des banques et détenu par les banques, mais dans lesquels on va apporter une ingénierie dédiée, de telle sorte que on va faciliter les relations avec le syndic, avec les opérateurs, qu'on va les aider effectivement à faire ce profil de risque essentiel à leur activité. On va essayer de minimiser tout un tas d'irritants, tout un tas de risques qui aujourd'hui les empêchent d'aller puissamment sur ce marché. Est-ce que vous complétez l'ANA? Est-ce que vous marchez de concert? On pourrait dire totalement de concert. Moi, je veux encore saluer le travail qui est fait par Valérie Mancret-Taylor et ses équipes. On les complète à la fois parce qu'effectivement, l'argent privé va venir compléter l'argent public pour un certain nombre de cas. C'est le fameux reste à charge des copropriétés ou des ménages individuels. Et je dirais que le projet de Banque de la Rénovation complète aussi l'action de l'ANA, dans le sens où cette Banque de la Rénovation pourrait s'emparer du préfinancement des aides publiques, qui est un point bloquant pour plein de ménages qui n'ont pas la trésorerie pour avancer. Vous pourriez avancer les aides publiques et vous subroger dans les droits du bénéficiaire pour les toucher ensuite. C'est ce qu'aujourd'hui Procivis fait, mais sur fonds propres et dans une activité pro bono qui répond à ses ambitions RSE coopératives. Clairement. Sauf qu'on fait ça avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Et c'est pas à la maille. Donc maintenant, il faut trouver un instrument qui puisse et qui pourrait être distribué, vous me dites si je me trompe, par d'autres banques? Oui, qui pourrait être... Où les banques joueraient le rôle de prescripteur dans un tube qui serait rassemblé à l'intérieur de cette structure. C'est ça l'idée. Détenue par l'ensemble du secteur bancaire. Par l'ensemble du secteur bancaire, à l'instar de Crédit Logement, à l'instar d'autres consortiums qui ont été créés pour résoudre des problèmes de place. Ou Visal pour la garantie, par exemple. Voilà. Maintenant, si certaines banques ne veulent pas rentrer dans le collectif et proposer, faire cette offre de leur propre initiative, c'est possible aussi. Il n'y a pas d'exclusif, mais c'est ça l'idée. C'est un instrument coopératif ? Est-ce que ça pourrait être, à l'instar d'un crédit mutuel ou même d'un réseau comme Procivis qui fonctionne avec un système de coopération, elle peut être un système finalement qui rassemble les moyens? Ça sera aux banques actionnaires de l'instrument d'en décider, mais ça pourrait être en tout cas une société à mission dans le sens qu'elle a effectivement une vocation particulière, avec un engagement sociétal très fort, un enjeu sociétal très fort. Mais en tout état de cause, on a besoin d'un véhicule qui permette la massification, parce que sinon, on ne sera pas au rendez-vous du chantier du siècle qui doit se passer dans les 10 ans. Je vous propose justement, Guillaume, qu'on revienne sur le sujet tout à l'heure, justement, savoir où vous en êtes dans la proposition dont a été chargé Yannick Borde par la ministre du Logement, justement, pour l'avancer, parce que c'est une avancée énorme dans le métier, c'est du jamais vu de devoir devancer finalement la demande avec cet outil qui a apparemment fait l'unanimité sur la filière. Assad El Ayash Moueb, vous êtes président de FedExpert Europe, vous êtes avant tout ingénieur justement en matière de diagnostic immobilier et plus largement dans l'efficacité énergétique du bâtiment. Vous êtes basé à Bruxelles, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, et vous avez créé l'une des fédérations les plus importantes en volume, avec, je crois, 3000 adhérents, qui sont des entrepreneurs du diagnostic immobilier. Donc vous êtes plus que légitime pour en parler. Ma question, elle est simple, je reprends vos propos. Vous alertez sur la qualité des diagnostics techniques globaux, on en a beaucoup parlé, d'ailleurs vous êtes très offensif. Ce qui d'ailleurs fait que le gouvernement prête une oreille attentive à votre action, puisque vous allez plus loin que loin. Vous faites comme Homo, vous l'avez plus blanc que blanc. Absence de contrôle effectif des compétences, ça c'est votre credo, très clairement. Première dérive qui rappelle les débuts du DPE, où là carrément vous utilisez des illustrations par des exemples concrets qui font un peu peur, je vous le dis les amis, c'est assez vertigineux. Pourquoi est-ce critique concrètement, pour les rénovations globales en copropriété, pour être plus simple, ce que vous dites, c'est que n'importe qui peut faire un DTG demain. Tout à fait. Alors, avant de répondre à votre question dans le détail, Sylvain, on va d'abord rappeler quelles sont les obligations des copros à échéance 1er janvier 2026. Donc, au 1er janvier 2026, on a tous les immeubles collectifs qui devront faire l'objet d'un DPE à l'échelle collective. C'est-à-dire que
vous avez le DPE à l'échelle de l'appartement. C'est-à-dire que tous les immeubles auront l'obligation de faire un DPE collectif. C'est ça. Et ça demande des compétences qui vont bien plus loin qu'un logement individuel. C'est-à-dire que vous avez une certification obligatoire à avoir pour les maisons individuelles et les appartements. Et vous avez un autre type de certification qui va beaucoup plus loin que celui pour les maisons et appartements, qui est la certification avec mention, qui permet de faire des DPE à l'échelle tertiaire et à l'échelle collective. Donc, on a déjà cette obligation qui rentre en vigueur au 1er janvier 2026, qui va concerner tous les immeubles. Ensuite, vous avez l'ensemble des copropriétés de plus de 10 ans, qui est concerné par le DTG. Donc le DTG, c'est quoi Est-ce que je peux me permettre de vous demander la différence entre un DPE collectif et un diagnostic technique global? Alors, le DPE collectif, on va juste estimer la performance énergétique de l'immeuble, et non plus d'un appartement, mais de l'ensemble de l'immeuble, et émettre des préconisations de travaux. Le diagnostic technique global, on va vérifier l'état des parties communes, des chaufferies, s'il y a des chaufferies, de la toiture, des balcons, des garde-corps, des évacuations d'eau pluviale, de la cour, du local à poubelle, etc. Donc on s'intéresse vraiment à la qualité de l'ouvrage d'un point de vue commun, partie commune en fait. Donc pour reprendre ce que je dis, déjà tous les immeubles vont devoir faire l'objet d'un DPE. Ensuite on a tous les immeubles d'avant 2013, parce qu'on considère que depuis la RT 2012, on considère que la performance énergétique des immeubles est convenable, donc DPE pour tous les immeubles d'avant 2013. Ensuite on a tous les immeubles qui vont devoir, toutes les copros de plus de 10 ans qui vont devoir faire l'objet d'un DTG. Et si on prend le texte lié aux compétences des opérateurs qui font le DTG, il est exigé à un niveau Bac+3 minimum dans les techniques du bâtiment. Or, aujourd'hui, vous n'avez aucun contrôle des connaissances. Vous avez tout un référentiel technique que l'opérateur doit maîtriser, plus un niveau au moins égal à Bac+3. Ou supérieur, et aujourd'hui on n'a aucun moyen de contrôle. Et on a pensé, enfin les pouvoirs publics ont pensé que de mettre cela dans un texte, ça allait suffire. C'est exactement ce qui s'est passé au début du DPE, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contrôle des connaissances, et on a bien vu ce que ça a donné. Donc là, on nous a rapporté quelques DTG avec des recommandations totalement aberrantes, vendues bien entendu à un prix totalement exorbitant aux copros, et c'est ça qui est scandaleux aussi. On a comme recommandation passer un coup de Karcher dans la cour, passer un coup de peinture dans les couloirs de la copro. Je pense qu'une copro, elle n'attend pas de ça de la part d'un DTG. Elle veut aller plus loin, elle veut savoir si ses garde-corps sont sécurisés, ses balcons sont en bon état, sa toiture ou ses évacuations d'eau ne fuient pas, et surtout si l'enveloppe est performante pour avoir des gains énergétiques, pour que les copropriétaires aient des gains énergétiques sur leur facture. Donc c'est plutôt ça que recherche la copro, et pas passer des coups de peinture. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Alors justement, je voudrais vraiment que vous, les professionnels, vous réagissiez. Est-ce que vous saviez ça? Parce que là, moi, je découvre un peu les choses, et je vous dis franchement, ça hallucine un petit peu. Quelle garantie faudrait-il imposer? Est-ce qu'il faut des qualifications renforcées? Est-ce qu'il faut plus de contrôle? Est-ce que justement les donneurs d'ordre que vous êtes, puisque c'est vous les donneurs d'ordre par le mandat que vous avez du conseil syndical et des copropriétés, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement aller, si je suis vos propos également, sécurisation de la qualité et l'excellence professionnelle du DTG pour ceux qui font le DTG, mais y compris le DPE collectif et l'audit énergétique, bien évidemment. On a aujourd'hui, lorsqu'on fait un DPE, une formation obligatoire, une certification obligatoire avec des périodes de surveillance tous les ans. Elle est de combien, cette formation? Ça dure combien de temps? C'est des conditions de capacité? Un DPE, on va être sur une quinzaine de jours. D'accord. Pour un coût à peu près de 1 000 €, une certification qui va être à peu près au même prix. Il faut, à mon avis, à mon humble avis, aller sur ce même dispositif. Au moins qu'on ait un contrôle de connaissances. Mais quelqu'un qui n'a pas de formation de base, par exemple, moi, je suis boulanger, je veux devenir faire du DTG, en 15 jours, je suis capable de le faire? Faire un DTG en 15 jours, c'est possible si vous avez des bases dans la technique du bâtiment. Encore une fois, c'est-à-dire que si on demande un niveau équivalent à Bac+3 ou plus, c'est qu'on va accepter en formation des personnes qui ont au moins un Bac+2 dans la technique du bâtiment. On ne va pas prendre un ex-boulanger. Il faut un... J'aime beaucoup la boulangerie. J'ai du respect aussi pour les boulangers. Non, mais il faut quand même avoir donc, ce qu'on appelle un prérequis, en fait. Tout à fait, un prérequis. Et aujourd'hui, vous avez aucun prérequis. Donc j'ai sondé un assureur, parce que c'est quand même l'assureur qui assure le diagnostiqueur en matière de responsabilité civile professionnelle, voire de décennale. Il m'a avoué qu'il ne contrôlait pas, que c'était vendu dans un package
RC Pro avec l'ensemble des autres diagnostics et qui ne réclamait qui n'a pas réclamé ce titre RNCP. Un autre m'a dit qu'il réclamait ce titre RNCP ou diplôme de niveau Bac plus 3 et plus, mais qui n'a pas vérifié la véracité de ce titre RNCP. Et lorsque j'entends monsieur de Procivis nous parler de la banque de l'efficacité énergétique, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose et je vous félicite pour ça, il va falloir aussi s'appuyer sur des diagnostiqueurs de haut vol, de très haut niveau, qu'ils aient des notions financières sur lesquelles il faudra s'appuyer pour que ce financement-là qui sera réclamé auprès de cette banque-là, cette mensualité-là, puisse être compensée par les gains énergétiques. C'est-à-dire, c'est comme lorsqu'on investit dans un bien immobilier, le désir de tout investisseur, c'est que sa mensualité soit compensée par le loyer qu'il va encaisser. Et là, ça va être pareil. Il va falloir s'appuyer sur des diagnostiqueurs de haut niveau qui vont avoir des notions financières pour que, lorsqu'ils remettront la copie au propriétaire ou à l'investisseur de son projet de rénovation, il faudra que ce gain énergétique-là puisse financer le prêt qu'ils vont contracter pour faire les travaux de rénovation. C'est le business plan énergétique du bâtiment. C'est pas mal, ça, comme idée. On va revenir sur le sujet. Je voudrais faire réagir les professionnels. Une réaction sur ce qui vient d'être dit. Justement, on est d'accord, on est en train de créer un outil de financement. Il y a des aides publiques, il y a une volonté politique, il y a un cadre législatif contraint, vous l'avez dit tout à l'heure, avec parfois un échéancier intenable dans le temps. Je parle de la rénovation individuelle, notamment, par exemple, qui exclut quand même des logements du marché locatif privé et qui met des gens dans des situations de logement très, très précaires. Mais en même temps, je pense que vous conviendrez, Olivier Principal, qu'il nous faut des experts de haut niveau, comme vous le dites, ou des vrais pros pour vous restituer une vraie photographie énergétique et technique du bâtiment que vous leur confiez en termes d'audit ou de DTG. Oui, parce que les premières personnes qui attendent du résultat, c'est les locataires, les copropriétaires et les propriétaires. On leur doit la garantie. On est des professionnels, on leur doit des garanties. Nous, quand on exerce nos métiers de syndic de propriété, d'agent immobilier ou d'administrateur de biens, on a une compétence, une certification, des assurances. C'est essentiel. Oui. Donc, nos clients attendent ça. Donc, quand on parle de financement, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'accompagnement à la rénovation ou de diagnostic, on a besoin d'avoir des personnes sur lesquelles on peut compter, des certifications. C'est toute la difficulté des entreprises pour la rénovation énergétique. On avait une certification RGE. Donc, le client a besoin d'un signe de confiance. C'est essentiel. Et aujourd'hui, on voit que ces outils se mettent en place. Nous, on accueille très favorablement le système de banque de rénovation énergétique parce que ce qui fait cruellement défaut à l'efficacité énergétique, c'est le financement, que ça soit pour les copropriétés, ou que ça soit pour les bailleurs. Les bailleurs n'ont pas de dispositif d'aide au financement, donc ça nous semble essentiel. Et puis, les professionnels sont là pour aiguiller. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, il va aider pour le financement et la réception des aides, comme le syndic va aussi expliquer à chaque type de clientèle, la différence entre le DPE individuel, le DPE collectif, le projet de plan pluriannuel de travaux, le diagnostic technique global. Quand on sort un tas d'anagrammes dans tous les coins, on se doit d'avoir un phare. Et aujourd'hui, le rôle de chef d'orchestre de l'immeuble qu'est le syndic de copropriété ou l'administrateur de biens en ce qui concerne la relation locative, le phare, il est là. Et c'est le point sur lequel on peut accompagner et apporter des garanties. Et c'est là qu'il faut s'apercevoir, un peu comme disait le président Assad, à un moment donné, il nous faut des certifications et des gens de haut vol. Et on voit aujourd'hui qu'on a une professionnalisation sur ce point. Même les entreprises, les cabinets de gestion se structurent aussi avec des compétences nouvelles, des compétences particulières. Mais on voit que le déploiement des outils est extrêmement long. Et par contre, lui, le calendrier des obligations ne s'étend pas. Et c'est là notre difficulté, c'est là qu'on a un point de friction. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que c'est le terrain qui va faire évoluer les choses. On a aussi un terrain politique sur lequel on doit faire comprendre qu'il nous faut plus de prise de conscience d'une certaine réalité. Nous, on est contre les interdictions de location, je le disais précédemment, parce qu'on considère qu'un logement qui a des problèmes électriques, des problèmes d'indécence, de moisissure, de ventilation, ça n'est pas la même chose qu'une étiquette énergétique. Olivier, qu'on comprenne bien, c'est important ce que vous dites, et je suis 1000 fois d'accord avec vous.
c'est une exigence vis-à-vis de vos clients. Oui. C'est une exigence vis-à-vis du conseil syndical, des locataires, des propriétaires bailleurs, d'aller vers ce que dit Assad El Ayache, c'est-à-dire de dire il faut qu'on ait une excellence professionnelle. Oui. Vous saviez que n'importe qui pouvait faire du DTG comme ça, que finalement c'était un peu le bon taux. Dans la rédaction des textes, on l'a vu, puisque le diagnostic, ça existe depuis un certain temps, on a quand même un certain nombre d'exigences de formation et de qualification. Et vous arrivez, vous, à exercer en tant que syndic vous-même cette vigilance? À un moment donné, nous, on a des dispositifs aussi qui viennent se rajouter à l'exigence générale légale. Par exemple, quand on travaille avec la ville de Paris, comme l'Agence parisienne du climat, il y a des certifications des diagnostiqueurs qui rentrent dans le dispositif pour pouvoir être éligibles aux aides. Donc on a aussi des systèmes publics qui viennent contrôler les éléments. Donc c'est essentiel. De toute façon, si on embarque sur des centaines de milliers d'euros des copropriétés ou des copropriétaires et que derrière c'est un échec parce qu'on n'a pas les subventions, on n'a pas les financements, c'est un échec pour tout le monde, c'est beaucoup de temps perdu. On ne peut pas se permettre ça. Aujourd'hui, il faut simplifier, raccourcir le parcours. Et je crois qu'aujourd'hui, toute la filière s'y est mise. Je vais vous demander de réagir tous les deux. Vous, Jean-François, vous partagez le même constat, je suppose. Oui, je partage tout à fait le même constat. Je partage aussi le fait, donc la notion de chef d'orchestre du syndic, qui est également spécialiste du bâtiment. Dans l'extension d'expérience, les syndics sont quand même conduisent régulièrement des travaux, parfois des travaux d'ampleur. Et en effet, les DTG, déjà dans le choix des prestataires, on est extrêmement rigoureux. Parce que moi, j'ai jamais cru, en fait, un document unique qui centralisait la vie d'un immeuble et sa vie pendant 10 ou 20 ans. Puisque les immeubles, ils ont une vie, c'est-à-dire qu'avant les DTG, on a fait des ravalements, on a fait des toitures, etc. Et en effet, le DTG fait une photo à l'instant T, mais il faut y mettre toute l'analyse critique et le professionnalisme des syndics pour dire ces travaux, on préconise en effet de les faire dans quelques années. Les travaux d'entretien, on les sort de ce principe de DTG, puisque c'est pas l'objet d'un DTG, l'entretien, c'est de l'entretien. Et donc, en fait, il faut toujours avoir cette démarche critique, quels que soient les mécanismes qu'on nous impose, le DTG, le PPT, etc. Et en effet, le choix des prestataires et le suivi des engagements qui sont proposés, c'est in fine le syndic pour le compte de ses clients, donc copropriétaires, locataires et propriétaires, qui les engagent. Donc en effet, cette technologie du bâtiment et cette expertise, elle est essentielle pour piloter tout ça. Sylvain, avant de passer la parole, je voudrais juste rappeler un sujet. Les DPE collectifs concernent tous les immeubles. Les PPPT, les projets de plan pluriannuel de travaux, concernent tous les immeubles. Le diagnostic technique global reste facultatif aujourd'hui. C'est juste une précision. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'obligation légale, sauf quand il est imposé par l'autorité administrative dans des cas particuliers. Mais ce qui concerne toutes les copropriétés dans le calendrier contraint qu'a évoqué Félexpert, c'est la réalisation du PPPT, qui lui était vraiment orienté rénovation énergétique, et le DPE collectif. Le diagnostic technique global est bien meilleur comme diagnostic, mais il reste facultatif au regard de la réglementation. C'est important de le rappeler. Une réaction, Guillaume, et ensuite j'ai une question à vous poser sur le financement. Moi, en accord complet avec ce qui vient d'être dit par les deux intervenants, sur la montée notamment en puissance et en compétence du syndic comme acteur clé de la copropriété. Bientôt, il y a le salon Patrimonia, où il va y avoir plein de CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Je pense que les syndics doivent être des CEP, des conseillers en entretien du patrimoine. Pas mal. Et dans l'entretien, la place de la rénovation énergétique va devenir critique. Vous avez chiffré, alors c'est important parce que les chiffres sont vertigineux, je vous le dis tout de suite. Alors déjà, la rénovation énergétique, si on calcule l'ensemble de ce qu'on appelle les classes d'actifs, ça a été chiffré, j'avais vu une étude qui a été faite par Xerfi à 240 milliards d'euros. Donc déjà, c'est vertigineux. Vous dites, à l'échelle macro, je reprends les éléments, vous me corrigez si je dis une bêtise, vous chiffrez un besoin d'au moins 12 milliards d'euros de dépenses annuelles supplémentaires d'ici 2030 pour atteindre 96 milliards d'euros par an, dont une part très conséquente en copropriété. Ça va être une méga banque. Oui. Quand on voit ces chiffres, c'est vrai que ça mais vous les connaissez, messieurs, il n'y a pas de doute. C'est le chantier du siècle. Alors, ces chiffres, pour être précis vis-à-vis des auditeurs, c'est la somme à la fois de ce qu'on estime être les besoins en rénovation énergétique, mais aussi en amélioration de l'habitat, parce qu'il y a d'autres sujets que la rénovation énergétique dans l'entretien du patrimoine. Il y a l'adaptation au vieillissement qu'on a déjà évoqué, et qui est un chantier devant nous tout aussi considérable, et puis celui de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est ces 4 marchés que nous avons estimés, ou plutôt
Nous avons récupéré les estimations faites par d'autres que nous avons agrégées. Et effectivement, le total est celui que vous indiquez, Sylvain. Et oui, ce sont des sommes considérables pour un chantier du siècle. Pour financer, ça va vous demander une base en matière de solvabilité, parce que les banques ont des règles de solvabilité draconiennes avec BAL 1, BAL 2, Solvency 1, 2, 3, etc. Donc c'est ceinture et bretelles aujourd'hui pour le système. Ça va demander donc un engagement très fort. Très pragmatiquement parlant, est-ce qu'on a une clientèle, des conseils syndicaux, des syndics, des opérateurs prêts à affronter ce défi majeur ? Alors, parce que quand je vois l'ambition de votre projet, qui était, à mon avis, c'est une vraie réponse, pour être très clair, sans chapelle et sans parti pris, clairement, on se dit que on n'est pas le compte n'y est pas, quoi. Je veux dire, on n'est pas à l'échelle. Notre réflexion sur la Banque de la Rénovation, elle est inséparable de la réflexion sur le type de produit qui sera déployé par cette banque. Oui. Et notamment, réflexion sur un prêt collectif aux copropriétés. Et vous savez que ce prêt collectif aux copropriétés, il a été posé dans la loi d'avril 2014, notamment porté par Amel Gacquer, qui faisait partie de la mission sur la Banque de la Rénovation, et Marianne Margaté, c'est pas un hasard. Les décrets d'application ont été pris par Valérie Létard désormais, donc il va pouvoir se déployer, encore faut-il qu'il y ait des acteurs qui aient envie de le déployer. Mais pour nous, il y a une chose qui est certaine. Vous voulez enfoncer un clou avec un tournevis, ça va vous prendre du temps. À un moment donné, il faut se doter d'un marteau. Le marteau du financement des copropriétés, c'est le prêt collectif de la loi d'avril 2014. Vous partagez l'idée 2024, pardon. Jean-François, Olivier. On a le droit de... Non, en fait, nous, on a accueilli avec bienveillance la possibilité d'avoir un nouveau système de financement quand le projet de loi est arrivé. C'est sa structuration telle qu'elle était faite, qui n'était pas nécessairement applicable entre les mains d'un syndic. En fait, on sait que les banques, jusqu'alors, ne se sont pas saisies des systèmes de financement parce que c'était difficile de s'outiller, d'avoir cette logique de copropriété et de garantie. Et on a fait porter sur le syndic des mécanismes extrêmement compliqués dans le projet de loi. Donc, en fait, l'outil est là. Est-ce qu'on va s'en saisir en tant que professionnel? On espère que les outils qui seront mis à notre disposition, notamment à travers les financeurs, nous permettront de faciliter l'administration de ce prêt, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de financement, il n'y aura pas de rénovation énergétique. C'est clair. Et on l'a vu quand les opérations de la caisse d'épargne, enfin, le Crédit Foncier a vendu à la caisse d'épargne son activité de financement, qui était la caisse d'épargne de France, le seul financeur de travaux de rénovation copropriété. Pendant 2 ans, on a eu toutes les opérations de travaux à l'arrêt. C'était le seul financeur. Sans financement, il n'y aura pas de travaux. Donc, plus vite ces outils sortiront et plus vite on accélérera le mouvement dans la rénovation énergétique, parce que les copropriétaires sont demandeurs et aujourd'hui tous les professionnels sont dans la un outil dans la démarche. financier spécialisé qui prendrait le sujet à bras-le-corps pour être le cœur de l'activité, vous partagez, vous plébiscitez. Oui, à partir du moment où on arrive à faire un outil qui permet aux syndics et à l'établissement financier de collaborer efficacement et de ne pas perdre du temps en croyant que le syndic saura faire le banquier à la place d'eux. Voilà. C'est clairement entendu. Jean-François, un commentaire sur ce qui a été dit, et notamment sur le nerf de la guerre, c'est ce que Guillaume a dit. Il faut taper fort avec des instruments qui permettent de le faire. Alors, je partage tout à fait le constat. Le diable sera dans les détails. C'est en effet ce prêt collectif, nouvelle version, il faut qu'il soit extrêmement adapté à l'activité de syndic et qu'il soit pas une lourdeur complémentaire par rapport au mécanisme d'un financement, parce qu'en fait, quand on rentre dans un mécanisme, dans une opération de rénovation énergétique, on a souvent un ingénieur financier qui travaille pour la gestion des aides, la gestion des financements, et qui travaille avec nous en lien pour les appels de fonds, et c'est déjà assez complexe. Mais donc, tout à fait favorable à cet outil. On a déjà des modèles dans le métier d'outils qui fonctionnent quand même sur le financement. On parlait des produits ex-crédit foncier, caisse d'épargne, qui fonctionnent quand même sur le... Et il faut élargir maintenant le spectre des banques. Il faut qu'elles rentrent dans le marché en gérant le risque, qui est un risque important. Mais en effet, il faut qu'on ait un outil qui soit simple à disposition des syndics. Focus sur les aides existantes. Je voudrais qu'on voit ça aussi techniquement avec vous, Assad El Ayache. Alors, on a MaPrimeRénov',
qui finance notamment les rénovations individuelles, avec bien sûr tous les rétropédalages qu'on a connus, notamment cet été, avec la suspension de MaPrimeRénov', un peu victime de son succès. C'est un doublement quasiment du budget depuis sa création, MaPrimeRénov', un élargissement de MaPrimeRénov' à MaPrimeRénov' Sérénité sur les copropriétés, ça aussi c'est une avancée. On a l'éco-PTZ et on a les certificats d'économie d'énergie plus les aides locales. Lorsqu'on est diagnostiqueur, qu'on approche le bâtiment dans sa complexité, est-ce qu'on doit également prendre en charge la possibilité de faire ce que j'appellerais moi de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage financier pour accompagner ses clients, ou est-ce que votre rôle doit se borner exclusivement à la restitution d'une image très précise? Et on a vu, puisque c'est important qu'on ait Olivier Principal et Jean-François Coquart avec Guillaume sur le plateau pour dire que les professionnels en fait plaident en votre faveur pour l'exigence professionnelle. Écoutez, Sylvain, on voit bien que d'après tout ce qui a été dit autour de cette table, qu'il n'est pas possible de se contenter de restituer un rapport. Et de toute façon, qu'est-ce que demande la réglementation lorsque vous faites un audit énergétique? Donc là, on n'est pas sur un DPE, mais on est sur un audit énergétique à partir du moment où vous êtes classé EFG. Elle demande dans cet audit de faire une photographie thermique, mais aussi des recommandations de travaux chiffrées cette fois. C'est-à-dire que dans le DPE, les recommandations de travaux ne sont pas chiffrées, alors que dans l'audit, les recommandations de travaux sont chiffrées. Donc à partir du moment où vous chiffrez des travaux, là, vous avez mis un pas dans l'AMO, inéluctablement. Bien sûr, bien sûr. Donc on ne peut pas se contenter de dire, moi, je reste sur des compétences purement techniques, à remettre un rapport et ne pas me mouiller dans la pédagogie. C'est pour cela que, en partie, mes électeurs, les électeurs de FedExpert m'ont investi pour cette mission de venir faire le lien entre les diagnostiqueurs immobiliers, les acteurs d'efficacité énergétique et ce monde immobilier dans lequel on a souvent été exclus de différentes manières. Déjà, c'est par les diagnostiqueurs eux-mêmes qui se sont toujours repliés sur eux-mêmes, et aussi exclus par les professions immobilières et notaires qui voyaient souvent les diagnostiqueurs comme des mercenaires, des opportunistes, etc. J'ai sous les yeux justement des éléments sur des... Alors je vais pas dire la fraude au DPE, mais on en a beaucoup parlé, rappelez-vous, sur BFM Business. D'ailleurs, vendredi, j'ai mon premier édito sur cette question. On a l'impression que c'est un peu le Far West, que c'est le Bonto, que c'est Bonjour 40, au revoir 60. C'est vrai que pour les professionnels de l'immobilier, c'est pas de nature à les rassurer trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui va les rassurer, c'est... Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Ce qui va les rassurer, c'est les nouveaux acteurs que nous sommes en train de mettre en place, avec des compétences allant de Bac plus 3 à Bac plus 5. Donc des certifications. C'est ça, avec des formations beaucoup plus longues et des formations de terrain, et non pas des formations en visio... en e-learning ou en visioconférence. Donc c'est des choses qu'on bannit, avec des outils de type géolocalisation, eurodatage, traçage des signatures, authenticité des signatures, etc. Donc c'est avec cette nouvelle génération de thermiciens et diagnostiqueurs qu'on est en train de bâtir qu'on va s'en sortir. Faut pas... Voilà, aujourd'hui, un diagnostiqueur tel qu'on l'a connu il y a encore quelques mois, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Nous sommes tous ici les maillons d'une même chaîne. On m'a donné cette lourde tâche de solidifier cette chaîne. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Ouais, c'est très clair. Alors, on va approcher, là, il nous reste 3 minutes pour conclure, donc je voudrais vraiment qu'on puisse parler de tous les sujets. Je voudrais vous redonner la parole à chacun et de faire une synthèse. On a compris effectivement qu'on avait un calendrier contraint. On a compris que finalement, si on réfléchit bien, on est le seul pays de l'Union européenne à avoir un dispositif d'aide aussi ambitieux. Il faut le dire. Il faut aussi le dire. Et en même temps, il y a quand même une complexité, l'hétérogénéité des positions des acteurs privés et techniques. Et donc, justement, il faudrait peut-être trouver un peu le là. Moi, je vais vous demander à chacun de faire une synthèse un petit peu. Une chose est sûre, et ce qui me rassure énormément, c'est que le chantier est lancé et il ne s'arrêtera pas. On va commencer par vous, Guillaume. Moi, j'insiste sur le fait qu'on a besoin d'une solution unique, principale, facile de financement de ces travaux de rénovation, et que ça passe par une collaboration étroite entre les financeurs que sont les banquiers et ces charnières de la copropriété que sont les syndics. Je ne pense pas qu'on soit fondamentalement en désaccord avec Olivier, même je pense qu'on n'est pas en désaccord avec Olivier. Effectivement, le pré-collectif doit être designé dans sa mise en œuvre concrète, de telle sorte que cette articulation se fasse de manière fluide. Et si cette articulation se fait bien entre des mondes qui se connaissent finalement pas si bien, alors oui, je pense qu'on a la clé pour réussir ce chantier
du siècle. Merci Guillaume. Jean-François Coquart, rapidement. Moi, je pense qu'il faut qu'on structure une vraie filière de la rénovation énergétique, comme le NOF a une filière du Très NOF, clair. avec les entreprises, les financeurs, l'ensemble des partenaires qui sont également Enedis, GRDF, différents partenaires qui interviennent dans les projets de rénovation, les diagnostiqueurs, et que ces différents intervenants parlent dans cette filière pour qu'on soit en effet plus efficace. Merci Jean-François Coquart. Olivier Principal. Deux choses qui me semblent être essentielles. La première, c'est que dans les chantiers qu'on doit mener aussi, on doit arriver à un guichet unique de l'aide publique, qu'elle soit locale, régionale ou nationale. Tout être confondu. Et à un moment donné, ça suffit. Je veux dire, on a une situation qui est connue, c'est celle du copropriétaire ou du propriétaire qui a besoin de faire ses travaux. On doit avoir un guichet unique pour qu'on arrive à s'y retrouver, que tout le monde dépose, toutes les personnes qui aident, tous les organismes qui aident, déposent leur proposition d'aide sur ce guichet unique. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je voudrais passer un message à nos confrères, et que ça soit bien dans l'esprit du public. Aucun professionnel ne peut se dispenser de maîtriser parfaitement les enjeux de rénovation énergétique. Que ce soit les administrateurs de biens, parce qu'hier, derrière, il y a des propriétaires bailleurs qui ont des patrimoines et des locataires, les agents immobiliers, parce qu'ils sont là le conseil avec le vendeur et l'acheteur, et les syndics de copropriété. Cette profession doit monter en compétence parce qu'elle est le pivot central de la réussite de cette rénovation énergétique. Ça, c'est une très bonne conclusion. Pivot central de la rénovation énergétique. C'est bien le rôle qui vous est assigné. Assad. Comme Olivier, je vais avoir deux choses. Premièrement, rappeler l'échéance 2028, qui est très importante puisqu'elle, pour le moment, en l'état, elle exclurait 5 à 7 millions de logements du parc locatif si on compte les résidences secondaires, hein, de fait qu'on va interdire à la location les passoires F en plus des passoires G. Donc il faudrait tous ensemble, tous les maillons de cette même chaîne, venir avec des propositions auprès des pouvoirs publics pour éventuellement revoir ces mesures, propositions qu'on a déjà commencé à faire savoir. Absolument. Et d'ailleurs, je rappelle au passage que le décret sur l'application du QR code, c'est une idée qui vient de vous, que vous avez poussée. Tout à fait. Et qui a été mis par décret, à suivre beaucoup justement dans vos actions, Assad El Ayache Moueb, avec FedExpert Europe, bien évidemment. Et on vous retrouve d'ailleurs avec les débats, les rendez-vous de l'efficacité énergétique sur notre antenne régulièrement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Assad El Ayache Moueb, président de FedExpert Europe. Un immense merci à Olivier Principal, président de la FNAIM du Grand Paris, mais professionnel également en activité. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Guillaume Acher, directeur général de Procivis, d'être venu sur le plateau pour nous parler de la Banque de la rénovation énergétique. Un immense merci au président de la commission syndic de la FNAIM du Grand Paris, président de Cogest, syndic de copropriété, Jean-François Coquart. Voilà, j'ai débordé de 2 minutes exactement, on m'en voudra pas. Top chrono, c'est terminé. On reprend notre programme avec un autre sujet.